Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, depuis 41 ans, le Conseil général de l'Isère et la métro se sont unis au sein d'un syndicat mixte des transports en commun pour mener une politique ambitieuse des déplacements et de l'aménagement. Une politique ambitieuse au bénéfice des habitants, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, des habitants de notre agglomération évidemment, mais aussi, et je le souligne, des périurbains qui habitent en dehors de l'agglomération, mais qui y travaillent, qui y étudient ou qui y viennent pour leurs activités de loisirs, leurs activités familiales, leurs activités conviviales. Nous pouvons être fiers, en tout cas pour ma part je le suis, des efforts qu'ont fait pendant ces 41 ans nos collectivités. Efforts qui ont permis, sous la responsabilité de Louis Maisonnat, de Gilbert Biessy, de Charles Descours, de Claude Bertrand, de Marc Bayetto, de Michel Issindou et de Yannick Olivier, mes prédécesseurs, de réaliser nos 5 lignes de tramway, de développer le réseau de bus, d'améliorer le cadre de vie de nos habitants, en améliorant la ville et ses espaces publics, en reprenant la voirie, en aidant les communes par le biais des contrats d'axe, à densifier le logement autour des axes de transport structurants. Aujourd'hui, l'évolution de la gouvernance des déplacements se pose inéluctablement. Nous en sommes tous conscients et nous le souhaitons. Nous avons tous le souhait fort de parvenir à une gouvernance élargie des déplacements en lien avec les territoires qui nous sont voisins. Sur le sujet d'actualité qui nous préoccupe tous dans cette Assemblée, aujourd'hui, je veux dire que depuis le 4 juin dernier, nous nous sommes pleinement saisis de cette question. Nous avons dans un premier temps, ensemble avec le président de Grenoble-Alpes Métropole, saisi le préfet pour solliciter un délai supplémentaire avant un retrait de compétences au syndicat mixte des transports en commun. Nous avions sollicité ce délai pour plusieurs raisons. D'abord, en premier lieu, permettez-moi de le dire solennellement dans la situation où nous sommes aujourd'hui, parce que notre objectif est de pouvoir réaliser à terme cette dissolution par un accord amiable. Et que plus les temps sont courts, plus l'accord amiable est difficile, compte tenu que l'ensemble des dissolutions de syndicats mixtes des transports en commun qui ont eu lieu en France dans le passé n'ont pas réussi à se conclure jusqu'à présent à l'amiable. Ensuite, et surtout, parce que permettez-moi de continuer de penser qu'il y a quelque chose de particulier au moment où le secrétaire d'État à la réforme territoriale nous invite à expérimenter et à savoir, je cite, réunir l'action des collectivités pour faire à plusieurs ce que nous ne savons pas faire seuls, fin de citation, qu'il y a quelque chose de particulier à demander à ce moment-là précis à nos deux collectivités de nous séparer sur la seule politique sur laquelle, depuis 41 ans, nous expérimentons la fusion du département et de l'agglomération. Qu'il y a quelque chose de particulier à vouloir séparer nos deux collectivités au moment où la métropole lyonnaise, que j'entends souvent prise en exemple sur d'autres bords que le mien, a fait le choix de continuer de mener sa politique des déplacements par le biais du syndicat mixte des transports en commun du Rhône et de l'agglomération lyonnaise. Syndicat mixte qui reste en fonction au-delà de 2015. Nous étions donc parvenus durant l'été, parce que nous y avions travaillé, à une proposition des deux collectivités mandantes, la nôtre, la métro, et le Conseil général de l'Isère, de prolonger le syndicat pour une période supplémentaire afin de réaliser les travaux nécessaires. Cette proposition a été refusée par le préfet en septembre. Dès le refus du préfet, nous avons donc mis en place un groupe de constat technique entre les services de la métro et les services du Conseil général, groupe de constat qui s'est réuni depuis début septembre chaque semaine avec l'objectif d'analyser l'actif, d'analyser le passif
et d'analyser la répartition possible de l'actif et du passif en cas de dissolution. Parce que c'est bien l'exercice que nécessite une dissolution. Nous avons parallèlement, immédiatement, mis en place un comité de pilotage politique composé de 6 membres du comité syndical. 6 membres du comité syndical, car c'est ce comité qui aurait in fine à voter la dissolution. 3 membres issus du Conseil général, 3 membres issus de la métro, le président du Conseil général et le président de la métro. Ce comité s'est réuni en toute transparence 6 fois pour avoir régulièrement un compte-rendu des travaux du groupe de constat dont je vous ai parlé précédemment et pour pouvoir étudier l'ensemble des scénarios d'évolution possibles pour notre syndicat. Ce comité a permis non seulement de partager les informations, mais il a permis aussi d'associer l'ensemble des sensibilités du Conseil général, de la métro, qu'elles siègent dans la majorité ou dans la minorité. Nous avons aussi rencontré, et votre serviteur et le président de la métro, le président du Conseil général, le préfet, ensemble, séparément, à plusieurs reprises, depuis cet été. Nos travaux ont régulièrement progressé, et c'est ce qui m'a amené jusqu'à il y a peu à une très grande sérénité. Nos travaux ont régulièrement progressé jusqu'à ce que nous apprenions vendredi dernier que le président du Conseil général prenait une position politique, ne reconnaissant pas l'issue du travail du groupe de constat. Une position, celle de refuser, pour le moment je l'espère, de participer à la charge de la dette que nos 2 collectivités ont contractée ensemble ces 41 dernières années. Qu'elles ont contracté afin de réaliser les projets que nous avons mis en œuvre, et donc une position qui vise à s'en tenir strictement à la participation obligatoire du Conseil général, non pas au titre de notre passé commun, mais au titre de ses compétences transport qu'il garde. Une participation qu'il serait, et le président du Conseil général l'a reconfirmé cette semaine dans la presse, de 8,8 millions d'euros seulement. Il est non seulement inenvisageable en droit, lors d'une dissolution, que l'un des partenaires qui se retire sans prendre ses responsabilités quant aux charges liées au passé. Mais vous imaginez aisément ce que représenterait pour la politique des déplacements et pour la métropole un désengagement du Conseil général de 30 millions chaque année. À titre d'exemple, et pour bien en prendre la mesure, mes chers collègues, je nous invite à mesurer ce qu'est aujourd'hui le budget des déplacements. Le contrat passé avec la CEMITAG pour l'exploitation courante du service des transports représente 80 millions d'euros par an. Les investissements courants, je parle de ceux nécessaires au maintien du service, au renouvellement des rails et au matériel roulant, pas ceux nécessaires à de nouveaux projets. Ces investissements courants représentent une charge de 20 millions d'euros par an. La charge annuelle du remboursement de la dette représente en 2015 60 millions d'euros par an. Mes chers collègues, nous avons le devoir en tant qu'acteurs publics de préserver, de maintenir, de développer notre politique, car les déplacements représentent la 2e dépense contrainte, pour ne pas dire subie, des ménages, juste derrière le logement. Quand les fins de mois sont difficiles, nous devons mesurer qu'utiliser les transports en commun coûte 20 fois moins cher à un ménage que de posséder une voiture et s'en servir. Une voiture individuelle coûte en moyenne 6 000 euros à l'année, contre 500 euros pour un abonnement TAG plein tarif. Et pour rappel,
25% des ménages de l'agglomération, je ne parle pas là de la ville-centre, où la proportion est bien plus élevée, je parle de l'ensemble de notre agglomération, 25% de ces ménages n'ont pas de voiture. Et s'ils n'ont pas de voiture, c'est très souvent parce que cette voiture est devenue trop chère. C'est aussi cela la réalité sociale de notre agglomération. Nous avons le devoir, parce que pour protéger de la pollution et de ses effets désastreux sur la santé, nous devons agir. Le bilan environnemental entre une voiture individuelle et un tramway ou un bus est incomparable. Quand on sait que l'année dernière, les pics de pollution imputables au trafic routier se sont traduits par 16 jours de dépassement du seuil d'alerte pour les particules fines en suspension, on comprend l'urgente nécessité de continuer à développer les transports en commun. Nous en avons le devoir toujours, car nous ne pouvons plus laisser notre agglomération congestionnée comme elle l'est. Et j'ai écouté activement les débats de ce matin sur l'attractivité économique du territoire. Mais à chaque fois que nous améliorons les transports en commun et les modes actifs, nous permettons aussi de décongestionner, nous permettons aussi à ceux qui ont un usage nécessaire de la voiture de pouvoir mieux circuler. Nous en avons le devoir enfin, car le coût des déplacements ne cesse d'augmenter et qu'il appartient aux élus locaux que nous sommes d'anticiper ces évolutions pour que demain, nos populations ne soient pas victimes de la vulnérabilité énergétique et d'une assignation à domicile. Le ministère du Développement durable prévoit dans les scénarios dits optimistes une augmentation de 60% du coût du carburant d'ici 15 ans. Les derniers rapports de l'Observatoire des données sociales de l'agglomération projettent des populations qui, dès 2020, demain, seraient dans l'incapacité de pouvoir se déplacer. Si l'usage de la voiture a déjà commencé à baisser dans notre agglomération depuis 4 ans, et que la majorité des déplacements est désormais réalisée autrement, c'est, je l'ai dit, parce que le coût du déplacement pèse lourd dans le budget des ménages, mais c'est aussi parce que nos deux collectivités, le Conseil général et la métro, ont eu l'audace, ont su anticiper et investir. La dernière enquête ménage-déplacement de 2010 le démontre bien. Le coût des déplacements, tous modes confondus, représente aujourd'hui pour l'économie réelle de notre agglomération, collectivités, État, entreprises, usagers, utilisateurs de la voiture, le coût pour l'économie réelle de nos déplacements représente 1,3 milliard d'euros chaque année. Si nous voulons diminuer le coût pour l'économie réelle des déplacements, il nous faudra continuer à agir. Parce que contrairement aux idées reçues, sur ces 1,3 milliard d'euros de coût des déplacements, les transports en commun aujourd'hui ne représentent que 20% de ce coût des déplacements. Mes chers collègues, c'est donc de la responsabilité des collectivités territoriales que de continuer à investir et à innover afin de protéger notre population, afin de réussir la transition énergétique aussi, car les gouvernements successifs de ces 10 dernières années ne cessent d'appeler les collectivités à doubler les modes de déplacement en commun ou actifs. Et il faudra la détermination, l'investissement et l'audace de tous les partenaires, les entreprises, le Conseil général, le Conseil régional et la métro, si nous voulons y parvenir. Aujourd'hui, une division par 4 de la participation du Conseil général, car c'est de cela dont nous parlons, une réduction de 30 millions chaque année, mettrait à mal non pas nos investissements à venir, mais la continuité, je dis bien la continuité, du service public. À cette heure, je veux continuer à croire à la responsabilité de l'ensemble des acteurs publics, à leur sens de l'intérêt général, à leur prise en compte de l'inquiétude réelle et légitime
des 1400 salariés de la Semitag qui nous ont écrit ce matin, des usagers qui représentent 200 000 voyages par jour, des entreprises du bâtiment pour lesquelles le SMTC est le premier investisseur public du département. Mes chers collègues, j'en appelle solennellement à la responsabilité politique de chacun, à la reprise du dialogue et à la mesure de ce qu'est l'intérêt général. Merci.